Elena. Bonjour Brigitte. Je suis tellement ravie d'être avec toi. J'attendais ce moment depuis un bon moment, pour dire. Donc, Effectivement. oui. Donc, je suis avec Elena Bureau, pharmacienne. Tu es quelqu'un qui est très investi dans la santé intégrative. On se connaît depuis un certain nombre d'années. On a eu la possibilité d'échanger. Alors, rapidement, tu as gradué en 2003. Tu travailles surtout en GMF, entre autres. Tu es coach aussi certifié, ce qui t'a amené à écrire des livres, à faire des conférences, des TED Talks. Moi, là, ce que je veux savoir, là, c'est la jeune femme que tu es, là, c'est quoi cette énergie puissante là, qui te motive à faire tout ça depuis tant d'années? C'est drôle parce que ce que tu nommes, c'était pas du tout dans mes plans. Au départ, moi, je devenais pharmacienne, je voulais travailler dans le réseau, je voulais contribuer de cette façon-là. D'ailleurs, j'étais pharmacienne remplaçante pendant au moins une bonne dizaine d'années là, que j'ai travaillé de l'Abitibi à la Gaspésie, mais que peu importe l'endroit où j'allais, je trouvais que le patient était loin. Ça se passe vite sur un comptoir de pharmacie. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans le système, les listes d'attente qui sont longues, l'attente à l'urgence, tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé que je vais faire ma maîtrise en administration de la santé. Donc là, j'ai découvert toute la mécanique. Je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour être mieux? Et malgré ça, j'ai continué de travailler dans le système et c'est quand je suis devenue une patiente, à vrai dire, que j'ai reçu un diagnostic de maladie chronique, que là, ma vie, elle a complètement changé. Mon regard sur le système, sur la mécanique du système a changé. Mon regard aussi sur le patient a changé et autant aussi sur mon rôle comme pharmacienne parce qu'on veut contribuer, mais est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je pourrais aider autrement? C'est la question qui m'a habité longtemps. Parce que comme pharmacienne, puis ayant une maîtrise en administration de la santé, je me dis, ah oui, c'est ça, tu sais, être malade, ça va être simple. Je vais prendre mes médicaments, je vais changer mes habitudes de vie, tu sais, facile. Je me suis juste rendu compte que c'était plus difficile que prendre une simple pilule, changer ses habitudes de vie, se prendre en main, découvrir c'est quoi sa santé, devenir, retrouver le pouvoir sur sa santé, sur ses actions. Autant on en parle, il faut faire du sport, de 150 minutes d'exercice, boire de l'eau. Le faire, c'est vraiment une autre affaire. Donc, dans le fond, de vivre cette fragilité a exposé ta vulnérabilité et avec le bagage donc que tu avais professionnel, toutes tes connaissances, tu t'es dit, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit comme enligné différemment. Tu as vraiment comme eu un shift qui te dit, moi, maintenant, Elena, je veux être une actrice différente dans mon milieu de santé en tant que professionnelle. Exactement. Puis je me souviens, on était en décembre, je crois que c'était en 2017, je recevais ma dose de Venofer, un médicament pour augmenter son taux de fer parce que je perdais trop de sang. Puis il y avait des octogénaires j'étais souvent entourée d'octogénaires atteints de cancer. Puis il y en a une qui m'a regardée puis qui m'a dit, mais toi, la jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Puis ça a été un moment fort. J'étais allée dans ma voiture, ça a été toutes les émotions, puis de me dire, oui, mais j'ai 37 ans, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, pourquoi notre système, je cherche de l'aide dans mon système, dans le système de santé pour reprendre le pouvoir sur ma santé, et je ne trouve pas. Donc, qu'est-ce qui manque? Pourquoi cet élan-là que plusieurs patients, puis peut-être même aussi que tu l'as vécu, puis tout le monde vit c'est ça, puis tu en as parlé tout à l'heure de cette vulnérabilité-là face à la maladie, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là, qu'il n'y a pas de soutien collectif pour honorer cet élan-là? Et c'est cette prise de conscience-là qui a fait, OK, attends, il y a quelque chose d'autre qu'on peut créer, il y a peut-être aussi d'autres compétences qu'on peut aller chercher comme professionnel pour accompagner le patient, pas juste lui dire quoi faire. Moi, je pensais être la patiente partenaire parfaite. Comme j'ai toujours été parfaite à l'école, j'étais bonne à l'école, fait que je suis allée en sciences médicales, dans le fond, en pharmacie. Donc, le fait de s'imposer des choses, je me suis rendu compte que ça fonctionne pas, qu'il faut d'abord s'écouter, s'ouvrir à soi, apprendre qui on est nous-mêmes comme personne à travers le changement et comment, comme humain aussi, on peut supporter à travers ça. Fait que ça a ouvert toute une porte qui m'a amené à, c'est ça, écrire un livre, faire un TED que tu as dit tout à l'heure, là, que tu as nommé. Donc, ça m'amène dans l'ailleurs qui n'était pas prévu, mais qui fait beaucoup plus de sens pour moi, là. Mais en fait, moi, je t'observe, puis je trouve que tu es devenu comme un phare parce que tu es capable de saisir ces opportunités. Tu sais, c'était quelque chose de vivant en toi et tu as dit, moi, je vais faire quelque chose de différent. Donc, ton livre, je sais, ça a été très long, tu as fait beaucoup de recherches. Donc, c'est rétablir la santé pour les patients d'aujourd'hui. Oui. C'était quoi l'orientation de ta volonté là, dans cette écriture? C'est un peu quoi? Tu as écrit ça en 2018-2019, le livre a paru? Exactement, ça l'a sorti en 2018. Ce livre-là, on était 3 co-auteurs à l'écrire et c'était comment on peut remettre le patient au centre de notre système de santé actuellement parce qu'effectivement, c'est lui qui a la clé.
On le sait par le changement des habitudes de vie, que ce soit bien se nourrir, faire du sport, bien dormir. Donc, on le sait qu'il y a un énorme impact sur la santé aujourd'hui. On n'est pas seulement dans la maladie aiguë, mais vraiment dans ce qui est chronique. Donc, comment structurellement et collectivement on peut mettre en place, c'est ça, soit des modes de rémunération, des façons de faire pour venir soutenir davantage le patient là, quand il est atteint d'une maladie. Puis ça, c'est le premier livre. Je suis en rédaction d'un deuxième qui va encore plus loin, qui pousse encore plus loin quelle mécanique qu'on pourrait mettre en place, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire au Québec pour venir vraiment soutenir l'élan de la personne qui veut reprendre sa santé en main et qui va souvent au-delà de l'absence de maladie, donc tout le bien-être, donc aller vers une quête de sa santé positive, si on veut, donc se redécouvrir à travers le changement pour découvrir sa santé. C'est tout le principe de la santé. Hein? On parle de salutogénèse exact. Au lieu de pathogénèse. Donc, toi, tu embrasses justement la salutogénèse qui remet vraiment le pouvoir à l'individu de lui remettre sa propre souveraineté. Parce que c'est là où on sait que l'individu, dans son parcours, que ce soit en amont, en prévention ou lorsqu'il reçoit un diagnostic, tous les professionnels de la santé, on peut s'engager avec lui à lui donner des outils pour qu'il reprenne justement toute possession de toutes ses pleines capacités. Et pour moi, tu es la professionnelle avec tous les engagements auxquels on voit que tu déploies toutes ces grandes ressources. Exact. Ça m'anime. Hein? Puis c'est beau de voir ça, de voir tous ces gens-là qui interviennent beaucoup plus dans une optique de salutogénèse, donc nourrir la santé, qui est complètement différent, pas complètement, mais qui est différent de régler un problème de santé. Donc, qu'est-ce qui, pour moi, va m'apporter du bien-être? Des fois, on peut savoir, puis c'est ce qui est arrivé aussi dans le cas où, quand j'ai reçu un diagnostic de maladie chronique, je suis allée chercher une nutritionniste, un kinésiologue, un médecin aussi qui était en médecine holistique qu'on appelait à l'époque. Tu voulais être la bonne élève aussi. Exactement, je voulais être la bonne élève. Donc, j'avais tout mon plan sur mon frigo, c'est facile. Je vais juste rajouter ça sur ma liste avec mes 3 enfants puis ma maîtrise. Mais finalement, pour me rendre compte que oui, on peut avoir un groupe autour de soi qui est bienveillant, mais il reste que c'est notre responsabilité. À vrai dire, ça nous revient dans notre cours d'appliquer ce qu'on connaît. Puis souvent, on ne veut pas décevoir non plus les gens autour. Fait que ça crée toute une dynamique qui est très humaine parce qu'on n'est pas... on a tous nos petits travers aussi, on a toutes nos forces. Donc, c'est comment offrir un espace à la personne. Je ne peux pas la responsabiliser à sa place, mais par contre, je peux lui offrir un espace qui ne va pas la déresponsabiliser. Donc, l'accueillir comme elle est, avec ses questionnements, avec ses émotions, pour voir où ça l'amène, qu'est-ce qu'elle peut apprendre de ce qu'elle essaie de mettre en place, quelles connaissances qu'on peut en sortir. Et une fois qu'elle a ses connaissances, comment qu'elle peut appliquer différemment ces connaissances-là pour avancer tranquillement dans le changement des modifications des habitudes de vie. Parce que pour l'instant, souvent, on sort plus avec une liste des choses à faire de chez le médecin, du kinésiologue, de peu importe nutritionniste. Je me souviens, ma nutritionniste... C'était comme trop pour moi, là. Mais tu sais, elle ne sait pas elle non plus. Puis même moi, je me connaissais pas à travers le changement. Je me suis juste rendu compte que comme professionnelle, le changement, à part, je connais pas grand-chose. Ça a sûrement modulé aussi la façon que tu interagis avec tes patients en clinique. Puis, tu sais, quand on a cette prise de conscience, on voit comment l'importance d'interagir dans la relation, de co-créer ensemble le rétablissement de la santé ou le partage de connaissances tu sais, pour que la personne soit dans un modus operandi de prévention et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa mécanique corporelle, physiologique, tous les systèmes biophysiologiques, tu sais, c'est quand même fascinant. Mais toi, dans tes pratiques, parce que aussi tu fais du coaching, ça c'est important d'aborder, donc tu vas même à la Fédération des médecins du Québec, les médecins spécialistes, puis tu fais des approches de réflexion avec eux. Exactement. Dans le fond, c'est d'offrir des espaces où est-ce qu'on peut réfléchir, apprendre ensemble, parce qu'on est tous, dans la société qu'on est actuellement, on est tous devant plusieurs changements à venir, que ce soit dans notre système de santé, à l'interne, donc avec les médecins spécialistes ou même les omnipraticiens, ils ont des équipes à gérer, ils ont des changements à mettre en place, et autant aussi pour les pharmaciens. Donc, et le patient aussi est face au changement. Donc, c'est tout ce rapport-là qu'on a à travers le changement, notre façon de voir les choses aussi. Puis je t'écoutais parler, puis il y a une histoire qui m'est venue à l'esprit. Il y a environ de ça 6 mois, il y a un jeune homme qui se présente à la pharmacie de 40-50 ans qui arrive suite à un infarctus avec toute une liste de médicaments. Puis on le sait, il peut avoir 5-6 médicaments facilement. Je lui ai remis ses médicaments, je lui donne l'information, qu'est-ce qu'il doit savoir pour ça. Puis moi, il y a une question que j'aime poser quand je remets les médicaments, c'est « Puis, comment tu te sens avec tout ce que je viens de te dire? »
Le monsieur, il dit, ben, je suis choqué. Puis je dis, ah, c'est bon. Il dit, non, c'est pas bon. Il dit, choqué. Je dis, OK, je dis, ce que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas là où est-ce que vous voudriez être à cet âge-là. Il dit, non, je veux pas être là. Il dit, moi, j'aurais voulu être en forme à 40, 50 ans, puis je suis pas là présentement. Tu as fait un plan? Mais à vrai dire, j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que c'était prévisible? Ben, je le sais, ça fait 5 ans, je ne fais que travailler, j'ai du stress, je mange pas bien, je me couche tard, parfait. Puis je dis, ben, qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Ben, j'aurais voulu faire du sport. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, je faisais du kite à l'époque. Et on se met à parler de kite, à parler de ce qui l'anime. Puis je dis, mais qu'est-ce qui vous retient de faire ça, de pas commencer ça dans le prochain mois? Puis comment ça me dirait, c'est vrai, je pourrais appeler telle personne. Et il me regarde, puis il dit, en tout cas, il dit, je te remercie. Moi, j'appelle ça de la pure gratitude. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ma conférence sur la gratitude. Je dis que en tant que professionnel de la santé, peu importe le titre qu'on a, c'est comme notre rôle d'aller chercher chez l'individu quand l'opportunité se présente, c'est quand on sent qu'il y a une ouverture de dialogue, c'est d'aller chercher chez la personne qu'est-ce qui va réveiller un souvenir, que ce soit un souvenir tout simplement de mémoire ou une activité ou une séance relationnelle que la personne a vécue qui va faire en sorte que ça va être un catapulteur de changer ou de revenir dans une activité. Tu sais, c'est comme... Exact. C'est très puissant, ça, là. Ça crée l'élan. Exactement. Ça crée l'élan parce que souvent, puis c'est ce que les patients disent, je veux plus être malade. Parfait, tu sais. Je veux plus être fatigué. Excellent. Tu veux aller où? Mais c'est comme marqué dans un GPS, je veux plus être ici. Il n'y a pas de chemin qui se présente. Mais où veux-tu aller? Puis là, c'est comme à travers le kite, il y avait quelque chose. Puis là, c'est comme, ah, wow! Il se sent jeune. Ben oui, puis c'est comme retrouver sa santé, puis il va être fier, tu sais. Même si on n'atteint pas nécessairement les cibles, moindrement, on se dépasse, on dégage la fierté. Hey, ça fait 3 semaines, je fais telle chose, je suis fière de moi, je dors mieux. Puis souvent, ben, les effets secondaires positifs au changement des habitudes de vie, il y en a plusieurs. Donc, contrairement aux médicaments, qu'on a un effet positif pour plusieurs effets négatifs, souvent, là, on est dans l'autre monde. Mais par contre, ça ferait de l'effort, ça prend du courage, puis ça prend souvent dans le support. Changer toute seule, c'est un défi. Donc, quand on est ensemble, ça change vraiment la donne, là. En réalité, c'est toute la beauté du rôle qu'on peut jouer quand on intervient avec un patient ou un individu auquel on peut donner justement cette volonté de changement et de récolter et de revivre la joie intérieure. Ça, c'est purement connecté à la gratitude. Et tu sais comment c'est important dans un enseignement qu'on connaît ensemble. Exact. Fait que c'est tout cet élan-là, puis on l'a tous. Souvent, on va plus avoir pitié des fois pour les gens. Ah, je suis vraiment désolée, tu sais, vous avez... Ben, attendez, mais cette situation-là, qu'est-ce qu'elle peut vous permettre d'apprendre? Vers où elle vous amène? Fait que c'est tout de voir le potentiel de transformation à travers la maladie. C'est un tremplin incroyable. Et j'ai un plaisir fou. Puis comme tu dis, on a la chance d'être professionnel de la santé, donc de jouir de cette reconnaissance-là, cette crédibilité-là aussi. Donc intervenir, oui, au niveau de la mécanique, au niveau du médicament, c'est une chose, mais aussi pouvoir intervenir au niveau relationnel, de croire dans le potentiel de la personne à elle, prendre des prises de conscience et avancer vers sa nouvelle santé à elle. Donc la santé n'étant pas seulement l'absence de maladie. D'ailleurs, il y a une étude qui démontre que qu'on soit atteint d'une maladie physique ou mentale, on peut tout de même gagner en santé positive, en santé florissante qu'on appelle. Donc, on peut développer cette santé mentale-là qui est la capacité d'établir des liens qui sont significatifs, de se mettre des objectifs, de dégager de la fierté. Donc, qu'on soit schizophrène, qu'on soit paraplégique ou qu'on ait le diabète, cette santé-là nous est tous accessible. Le fait de se prendre en main puis de gagner en bonheur et en gratitude, comme tu le dis, là. Bien, c'est tous des états d'esprit hein, à enseigner puis à cultiver. J'aime bien le terme de santé florissante. En fait, c'est comme un synonyme de santé intégrative. Et on parlait, juste avant de débuter l'entrevue, que tu remarquais qu'il y avait quand même des ouvertures au niveau des intervenants politiciens, que tu es invité parfois dans des réunions apolitiques. Et c'est quelque chose, donc, qui te ravit parce que tu vois qu'on est à la porte. Exactement, ça bouge. Tu sais, c'est effervescent
comme si on peut le dire comme ça. Ça démontre aussi, puis on le sait, hein, les urgences qui débordent, on en a parlé tout à l'heure, les longues listes d'attente, je veux dire, ça date pas d'hier, là. Je veux dire, de se dire qu'il faut retourner à la table à dessin, revoir notre mécanique de système de santé, je pense qu'on est tous rendus là. Puis plus on souffre, plus on va être ouvert à changer ou à se mobiliser autrement. Puis on l'entend à travers les patients qui n'ont plus de médecin de famille, puis qui disent, ouais, là, tu sais, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire maintenant pour ma santé? Donc, il y a tout ce mouvement-là de revoir les choses autrement. Et là, c'est de plus en plus tangible. C'est le fun, ça donne un élan. Ça fait longtemps que je travaille sur ça, puis je me disais, ben, peut-être qu'un jour, ça va aboutir. Je ne le sais pas, c'est quelque chose qui est très grand de revoir la santé autrement, mais je crois qu'on y arrive doucement à ce questionnement-là et à dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, tout le monde ensemble, dans nos nouvelles compétences, puis tu l'as dit aussi, nouvel état d'esprit aussi. Pas juste s'apitoyer au niveau de la maladie, vouloir contrôler la maladie, même à la limite la prévenir, c'est une chose, mais conserver et cultiver sa santé, c'est complètement autre chose. Et c'est là qu'on va vers la salutogénèse, qui est des secteurs de connaissances qu'on n'a pas encore exploités à fond, parce qu'ils ont toujours été en marge de notre mécanique de système, donc un peu plus dans l'ombre. Fait qu'il y a un potentiel fou, là. Fait que c'est ça qui anime et qui donne juste le goût de continuer dans cette voie-là. Je trouve ça aussi extraordinaire qu'on puisse avoir un recul, tu sais, comme d'être des observateurs, puis tous les professionnels de la santé que je rencontre, que ce soit ici ou ailleurs, on discute ensemble, on voit qu'il doit juste avoir un changement de point de vue et de perspective, de dire, faut pas que ce soit pharmaco-centré, hein, parce qu'on sait que autant les médecins, les pharmaciens, les infirmières, en fait, tous les professionnels de la santé sont beaucoup formés actuellement en ayant des protocoles qui ont une inclusion médicamenteuse, alors que on voit que dans la santé intégrative, ce que tu enseignes, dans tes coachings, par exemple, et tes conférences, c'est d'avoir des approches complémentaires. Donc, ils vont faire l'alliance entre toutes les approches de la médecine conventionnelle, la médecine alternative, et d'avoir donc une perspective holistique de l'individu. Bien, à vrai dire, la mécanique autour de la maladie a fait en sorte, comme tu as dit, qu'on en ressort avec tout plein de protocoles et même avec l'intelligence artificielle, des aides à la prise de décision parce que c'est des environnements extrêmement complexes. La maladie est un problème compliqué. Le problème simple, attacher son soulier, on attache son soulier. Un problème compliqué, on va faire des protocoles. Une chirurgie cardiaque, envoyer une fusée sur la Lune, on peut répliquer un protocole, il reste que c'est extrêmement compliqué. Complexe, avoir des enfants. On peut avoir une recette, mais au niveau du résultat, on n'est jamais sûr. L'évolution d'un couple aussi, même chose. Donc, la santé, elle est complexe. On ne peut plus s'attarder seulement à la maladie, à appliquer un protocole à une personne qui est tout à fait humaine et on est toutes complexes. Donc, on sait peut-être juste ça, présentement, un univers qui est grand. Donc, s'attarder à ce bien-être-là, à ce qui répond à la personne, que ce soit aller en acupuncture, que ce soit manger d'une différente façon, si elle est bien, si elle, ça nourrit son bien-être, c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'est bon ou pas pour la maladie? C'est d'autres expertises. Mais tranquillement, il faut s'intéresser à ce bien-être-là de la personne, qui n'est pas en imposant des choses non plus. On est vraiment plus dans l'accueil, puis de voir comment on peut mobiliser, aller chercher son élan d'être mieux, parce qu'on veut tout être mieux. Il n'y a personne qui va dire, ben moi, aujourd'hui, il me semble que je suis trop en santé. C'est-tu une petite pilule, quelque chose? On n'est vraiment pas là, fait qu'on cherche ce bien-être-là. C'est juste maintenant de le structurer autrement, puis de l'évaluer aussi autrement. Être dans l'écoute. Tu sais, par exemple, les protocoles que j'ai eu à être exposés quand j'étais en Europe récemment, maintenant, ils utilisent vraiment le terme protocole avec les approches complémentaires. Alors, ça, on va complètement avoir des nouveaux modus operandi qui vont nous permettre, en tant que professionnels de la santé, d'être des bons accompagnateurs pour les gens parce qu'on devient tous patients partenaires dans ce processus-là. Et tu sais, la personne peut devenir experte. Tu le mentionnais même juste tantôt avant qu'on commence l'entrevue aussi. Et c'est de dire, par exemple, moi j'ai des convictions, toi tu as des convictions, puis c'est qu'on peut les amalgamer ensemble. Moi, j'aime me dire que dans tous les protocoles, il devrait avoir la méditation et la cohérence cardiaque. Ça, là, c'est juste comme basic. Ah, c'est ça, exactement. C'est sûr que
Les protocoles, excuse-moi, la méditation, que ce soit la cohérence cardiaque, c'est des outils pour prendre conscience. Puis amener la personne à faire, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon, qui me nourrit? Comment je pourrais peut-être changer ma façon de voir les choses pour que ça me nourrisse davantage? Donc, on est vraiment dans l'expertise de la personne par rapport à sa santé, par rapport à sa maladie, tout ce qui est patient partenaire. Je suis d'ailleurs une animatrice pour l'Université de Montréal, pour le patient partenaire depuis, je pense, 4-5 ans, que je fais ça. C'est une chose de gérer sa maladie. Puis, je te cacherai pas, Brigitte, que comme professionnelle de la santé, quand j'ai eu un diagnostic de maladie chronique, gérer ma maladie, là, je lisais tout. C'était d'une façon presque compulsive. Je savais quel nouveau médicament qui allait arriver. Je savais qu'est-ce qui allait m'arriver aussi si je continuais comme ça. Je me tapais sur la tête parce que je réussissais pas à faire les changements. C'était pas la bonne approche. Et c'est la journée que j'ai pris ma maladie, que je l'ai laissée à mes professionnels de la santé et que je me suis tournée vers ma santé qui passait d'abord par mon bien-être, que ma vie a complètement changé. Puis d'ailleurs, la définition de la santé, à vrai dire, c'est un état de bien-être physique, mental et social et pas seulement l'absence de maladie. Et là, on parle de 1946, comme s'il y avait peut-être prévu qu'on allait trop focusser sur la maladie avec le temps, là. Ben oui, l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, ils sont en train justement d'ajouter des éléments à ça pour justement mettre un accent énormément sur l'environnement et sur la prévention. Et c'est en 2023 qu'ils ont amorcé ces changements-là et qui demandent à leurs pays membres de mettre une emphase là-dessus. Oui. Et oui, ça, c'est très réel, ce qui est en train de se forger, là. Puis on est dans une décentralisation aussi. On parle de centralisation au niveau de notre mécanique de système, l'hospitalo-centrisme, puis avec Santé Québec aussi, on centralise, mais là, on parle de plus en plus de revenir, de décentraliser, d'aller là où est-ce que la personne est, parce que c'est dans l'environnement, la communauté que la santé elle prend forme. Là, on est... Elena, c'est vraiment un plaisir énorme. Je terminerai par te demander, qu'est-ce que ce serait... une astuce que tu dirais aux gens, juste pour reprendre rapidement un petit bonheur dans leur santé? Une astuce, là, quand on prend conscience qu'on est tanné de quelque chose, on est fatigué puis qu'on veut essayer quelque chose, oser faire les choses différemment. Puis lorsque vous le faites, vous dites « Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi? » Si pendant une semaine, je veux me lever le matin puis aller dehors 5 minutes, le petit pas, le plus petit pas possible, je tente l'expérience. Ça va être juste 5 minutes, mais qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est difficile? C'est-tu le matin? Je suis une personne de soir? Ou est-ce que c'est vraiment la marche? Est-ce que j'aime ça quand il y a des gens? Qu'est-ce qui me permet? Donc, c'est vraiment notre capacité à ne pas se tomber sur la tête et dire « Ben c'est ça, j'ai pas encore été capable. » Ou plutôt se dire « Parfait, mais qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi? » Puis de continuer d'avancer de cette façon-là. Fait que c'est vraiment de travailler son discours interne, là, de se donner des cibles puis de dire « Je suis capable, pas capable. » Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. La bienveillance envers soi. Exactement. Et en même temps, ça nous apprend la bienveillance envers autrui. Exact. Hein? Puis je terminerai en disant une petite phrase qui va résonner en toi. Où on met notre énergie, c'est où on met notre attention. Exactement, voilà. Ça peut faire beaucoup de choses. Mettons ça sur le beau. Merci, Elena. Un grand merci, Brigitte.